Une ville méditerranéenne au patrimoine millénaire. À la croisée des civilisations, elle est bien plus qu'une simple capitale. C'est un véritable carrefour d'histoire et de culture. De ses ruelles étroites et sinueuses, de là à ses édifices modernes qui s'étendent le long de la mer. Ici, chaque coin raconte une partie d'une histoire riche et complexe. Il y a plus de 2500 ans, des navigateurs originaires de Tyr, l'actuel Liban, empruntaient cette même voie maritime pour venir commercer avec les habitants de cette cité méditerranéenne, Icosium. El Jazaïr, qui allait devenir la capitale de l'Algérie, la vitrine de l'Afrique du Nord, demeure un lieu fascinant. Nous vous invitons à découvrir l'histoire de cette médina qui a émerveillé géographes, historiens, artistes peintres et même révolutionnaires. Agela bien gardée, Agela joyeuse sera à l'honneur dans ce nouveau numéro de Planète des êtres. Alger. Cette ville dont les origines remontent à un passé ancien a souvent été le sujet d'une histoire façonnée par des historiens dont l'objectivité faisait défaut dans l'évaluation des faits et des événements. Quand l'homme a-t-il commencé à s'installer sur cette colline verdoyante et fertile? À quel moment les constructions ont-elles remplacé la végétation luxuriante qui embellissait auparavant cet endroit, devenu le témoin de tant d'événements? Alger a encore des sites préhistoriques. Le plus ancien, il se trouve au niveau du Grand Rocher, près de Ain Bnian, où on a trouvé donc une civilisation qui remonte à près de 400 000 ans dans le Grand Rocher. On a plus près de nous encore, on a sur le plateau de Bni Msous, entre Bni Msous et Ain Bnian, on a trouvé une nécropole qui remonte à 5000 ans. On a trouvé plus de 200 dolmens dont il reste encore 3 exemplaires au niveau du musée du Bardo. À Hydra, on a trouvé un gisement qu'on appelle le gisement des Allobroges ou le gisement des Phacochères, qui fait remonter une présence humaine à 40 000 ans. Cela veut dire que Alger a très tôt été, disons, habité. Si on parle de cette période de la proto-histoire d'Afrique du Nord, il y avait 4 tribus majeures ici en Afrique du Nord. On a les Garamantes qui étaient au sud de la Mauritanie. On a les Mchouèches qui étaient au sud de la Tunisie. Alors si on parle des Gitules qui étaient des ancêtres des Touaregs, et on a les Morillis qui étaient les populations qui sont dans les villes côtières de la Méditerranée. Alors c'était une race de populations autochtones qui ont vécu avant l'apparition des Phéniciens ici à Alger. La présence ne s'arrête pas ou n'a pas commencé avec les Phéniciens. Il y avait une population autochtone ici qui remontait à très loin, puisque je vous ai parlé du gisement des Phacochères
donc de la cité Malki, où on a trouvé aussi des restes du cheval barbe, de l'ancêtre du cheval barbe, qui est le cheval nord-africain par excellence. Les hypothèses concernant la première appellation de cette cité millénaire varient. Selon les récits, lorsque Héraclès parcourut cette région, 20 de ses compagnons l'abandonnèrent et choisirent un endroit pour ériger des murailles. Afin d'éviter qu'un seul d'entre eux ne puisse se vanter d'avoir donné son nom à la ville, celle-ci fut désignée par un terme dérivant du nombre de ses fondateurs. Il s'agirait ainsi de la racine grecque eikosi, qui signifie 20. Cette dénomination prendra une autre signification lorsque les Phéniciens établiront leur comptoir ou port naturel pour échanger des marchandises avec les peuples autochtones. Les Phéniciens, les Carthagino-Phéniciens l'ont fondé comme un port, ce qu'on appelle un comptoir de cabotage, parce que eux, c'était des navigateurs, des commerçants maritimes. Donc ils fondaient un port entre 25 et 45 km de ville en ville. C'était la distance à laquelle un navire de l'époque pouvait naviguer en une journée. La nuit, le navire va se mettre dans un port, va s'installer, échanger, se mettre à l'abri. Le lendemain, quelques jours après, on commençait encore à naviguer. Il y avait une harmonie entre les deux langues. Et on a plusieurs exemples qui reflètent cette langue, cette pérennité de langue, d'après des stèles qui sont découvertes après, qu'on appelle les stèles puniques. Alors, on a ce mixtum de races et on a ce punique qui vient après. Une nouvelle langue, une nouvelle civilisation mixte entre les populations locales et les Phéniciens qui venaient du Moyen-Orient. Alger est une ville qui est très ancrée dans son passé. Pourtant, c'est une ville qui n'aurait pas dû avoir autant d'importance par rapport à sa position. C'est une zone montagneuse assez difficile à y installer une cité. C'est un port accidenté, il y avait 4 îlots au large. Cependant, il va être assez intéressant pour les navigateurs phéniciens qui ont décidé, envers et contre tout, d'installer un comptoir commercial qu'ils ont décidé d'appeler Ikosim, en référence aux 4 îlots qu'il y avait au large et donc, qui était le lieu de nidation des mouettes. Donc Ikosim voudrait dire, entre autres, les îles aux mouettes. Le nom Ikosim, d'où vient-il? Donc, vers les 1940, on va trouver un ensemble de pièces de monnaie phénicienne. Derrière, on va lire le mot Ikosim. Ikosim, c'est d'après une inscription qui a été découverte sur des vases et qui veut dire c'est l'île aux mouettes ou au hibou. Alors cette nomination, c'est scientifique. Alors c'est une traduction du nom Ikosim qui veut dire l'île aux mouettes. Cité indépendante de Mauritanie, Ikosim, aujourd'hui Alger, intégrera en l'an 25 de notre ère le royaume de Juba II, avant d'être annexé par Rome en l'an 40. Par la suite, la ville deviendra un municipe romain sous le nom latinisé d'Icosium. C'est au IIe siècle avant notre ère qu'elle va prendre un peu plus d'importance puisqu'elle va devenir, avec l'arrivée des Romains, donc l'invasion romaine, une cité romaine. Donc le nom va être latinisé, on va passer d'Icosim à Icosium. Et là, elle va prendre un peu plus d'importance puisqu'elle va devenir une ville garnison, dédiée certes pour les retraités de l'armée romaine, mais cependant, ça reste une cité très importante puisque lorsqu'on va dans les autres sites romains, on a toujours une référence à la porte d'Icosium. Ça veut dire que ça reste une ville repère. Donc c'est resté une ville repère, c'est pour cela que Alger va garder son importance malgré la difficulté d'y fonder une cité par rapport à l'absence de plaine, de plaine. Quand il y a eu, on a décidé la construction du métro d'Alger, on a fait des fouilles à la place des Martyrs et là, on a trouvé des vestiges qui remontent donc à l'époque romaine. La romanisation d'Alger, ça commence avec la latinisation du nom Ikosim et c'est Icosium. Icosium qui veut dire la même chose, c'est l'île aux mouettes. C'était un centre culturel rayonnant, équipé par plusieurs monuments qu'on a découvert quelques-uns récemment
lors de la fouille du métro d'Alger. On a par exemple la découverte du Cardo Documanus d'Icosium. On a la découverte par exemple de l'édifice public au niveau de la place des Martyrs qui reflète un peu l'image d'Icosium de cette époque. Et on a une variété de céramiques immenses qui sont datées du 4e, 3e siècle, qui racontent un peu l'histoire commerciale d'Icosium pendant la romanisation. Alger, comme les autres, était un lieu bien développé déjà. Donc il y avait le port, il y avait quelques habitations. Les Romains vont le romaniser. Donc ils vont installer la route principale, Cardo, Decumanus. Ils vont installer des maisons, des bains, des villas. Et on estime qu'il y avait aussi le théâtre et toutes les constructions romaines qui ont fait d'Alger un municipe romain. Le musée des Antiquités, qui est derrière nous, qui date de 1896, c'est l'un des premiers musées d'Alger. Vous pouvez voir, juste à l'entrée, vous pouvez voir une mosaïque qui a été trouvée, vous savez où? Elle a été trouvée dans les profondeurs de la mosquée Ketchaoua. Et El-Bekri nous dit qu'il y avait là des bains romains. On ne peut pas dire qu'on a beaucoup de vestiges romains à Alger. La faute ne revient pas au fait à l'absence de vestiges. On a quelques traces quand même, quelques termes au bastion 23, des termes à Dar el-Hamra. On a aussi du côté de la station de métro quelques vestiges romains. Étant donné que Icosium était déjà une petite ville romaine, les vestiges n'y ont pas été très importants, ce qui fait que l'utilisation de cette pierre va effectivement faire disparaître le site romain. Suivant les textes et les sources, Al-Bakri au XIe siècle, c'était un voyageur, un géographe, voilà. Au XIe siècle, il a décrit que, par exemple, pas loin, à côté de la grande mosquée, en bas, la rue des Almoravides, il y avait une ancienne basilique romaine. Donc maintenant, cet endroit-là n'existe pas. Il a été, surtout au début de la colonisation, il a fallu construire de très grands immeubles par rapport aux maisons de la Médina pour loger le plus grand nombre de colonisateurs. Alors les vestiges qui restent se trouvaient vraisemblablement entre le bastion 23 et la grande mosquée. Maintenant il y a le parking et le conservatoire de musique. Donc selon les sources des fouilles françaises par Stéphane Xel par exemple, et d'autres qui sont venus après. Donc ils ont trouvé là-bas par exemple un puits, quelques vestiges, les restes de mosaïques, de maisons, de villas romaines qui se trouvaient dans la ruelle principale, pas loin du port. Quand les Français sont venus, ils ont par exemple été à la rue de la Marine, là où il y a donc Bab el-Jazira. Là il y a eu des fouilles et on a trouvé beaucoup de vestiges. Et si vous filmez et si vous voyez à la base du minaret de la grande mosquée d'Alger, qui date de 1323, vous allez trouver une pierre avec une inscription d'époque romaine, qui est encore jusqu'à maintenant visible. Vous allez aussi à l'entrée de Bab Azoun, vous allez trouver sur une des arcades de la ville, vous allez trouver une stèle où vous voyez le nom de Icosium, c'est-à-dire c'est la carte d'identité de la ville d'Alger à l'époque romaine. En outre, certains vestiges de la présence romaine à Alger, ainsi que plusieurs artefacts présentés au Musée des Antiquités et des Arts Islamiques, illustrent cette partie de l'histoire.
En ce qui concerne la période vandale, les Vandales sont venus de Suède. Donc ce sont des Nordiques, c'était des Vikings. Donc ils sont venus, ils sont passés sur la Gaule et ils se sont installés en Espagne. Et là, ils ont créé une province des Visigoths que l'on appelle maintenant Andalousie. Quand ils arrivent ici, ils arrivent donc en août 429 et ils débarquent, ils passent sur Alger. Ils ne s'arrêtent pas à Alger, donc ils continuent puisque on sait qu'ils arrivent exactement à Hippone, à Annaba, en 429. Les Vandales sont arrivés entre 429 et 430. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vandaliser. Donc, plusieurs villes vont être abandonnées pendant cette période-là. Eux, ils vont détruire, par exemple, la ville d'Hippone, la ville de Annaba. Et on le sait. Pourquoi on le sait? Parce que Augustin de Tagas, qui va devenir plus tard Saint-Augustin, était dans la ville de Hippone et on lui a dit « On veut te sauver des Vandales, on va te faire donc exfiltrer. » Et Augustin a dit « Non, je reste à Hippone. » Et il est mort en août 430 à Annaba. Et aussi, ils vont causer pas mal de problèmes jusqu'à ce que les villes vont être abandonnées, par exemple comme la ville de Tipaza. Avant la conquête vandale qui était entre début du 5e siècle, entre 430 et 6e siècle, 534, 533, avant cette période-là, il y avait la révolte de Firmus. Firmus qui était un prince berbère, qui venait d'une famille riche. Donc lui, il voulait en quelque sorte chasser le pouvoir romain de l'Afrique du Nord. Il a repris l'idée de Jugurtha et il a commencé à détruire les villes. Donc les Vandales, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont causer une séparation. Les Vandales, c'était des chrétiens, mais ils suivaient, si on peut l'appeler comme ça, le rite arien. Donc c'était un mouvement chrétien. Et l'Afrique du Nord, c'était principalement soit des chrétiens nicéens, comme on les appelle, catholiques, ou donatistes. Donc les Ariens vont commencer à chasser, à persécuter tous les chrétiens nicéens, les catholiques, et comme la ville de Tipaza va être abandonnée pendant cette période-là. Et donc les Vandales, ils sont venus pour occuper bien sûr le territoire de Carthage, mais pour prendre les richesses. Mais ils ne sont pas restés très longtemps parce que les tribus, surtout de l'Aurès, se sont opposées aux Vandales et donc ils n'ont pas eu le temps de construire et ils n'ont pas eu d'influence sur les populations autochtones. Les Vandales, quand ils chassent les Romains, quand ils arrivent en Afrique du Nord, ils occupent pratiquement toutes les villes romaines. Mais ils vont opter peut-être, ce sont des choix, pour des villes plus planes, plus pratiques pour s'y installer. Ils vont rester quand même un siècle. Contrairement à ce qu'on croit, les Vandales ne sont pas restés ici 15 jours. Ils sont restés un siècle, mine de rien, mais on n'a aucune trace avérée de leur présence à Alger. Par contre, on a des traces avérées de leur présence dans les montagnes du Cherchellois, dans Kabylie, dans les autres régions, mais pas à Alger. On n'a pas vraiment de traces de présence vandale à Alger. On n'a pas d'indice de vandalisation d'Alger, mais on a beaucoup plus du byzantin. Alors, avec la découverte aussi au niveau de la fouille préventive de la place des Martyrs, on a trouvé toute une nécropole byzantine qui s'installa au niveau de la place des Martyrs et qui reflète un peu l'histoire byzantine d'Alger. La présence byzantine à Alger, tout comme celle qui l'a précédée, a conduit la majorité des autochtones à se réfugier dans les montagnes pour se regrouper et attaquer ultérieurement les garnisons romaines ou byzantines. Par contre, les Byzantins, quand ils reviennent, donc c'est un peu le retour de l'Empire romain. Et par contre, on a des traces avérées de la présence byzantine ici à Alger. L'exemple le plus simple, c'est le temple byzantin
qui se trouve, ou sur lequel se trouve en fait la deuxième plus vieille mosquée d'Alger, Jami el-Kibir. Jami el-Kibir, on a encore une plaque dans laquelle est écrit le nom, une dédicace de la donation de Drufus, byzantin, qui a offert ce temple à la population byzantine qui ont occupé Alger. Et là, on est pratiquement au 7e siècle. Les Vandales vont être chassés par les Byzantins. Les Byzantins vont prendre de la pierre pour construire, pour renforcer la limite dans la frontière sud. Donc ils vont prendre la pierre dans plusieurs sites, comme peut-être, on estime que peut-être Alger a subi ce sort-là. Les Byzantins, de la même façon, ils ont occupé des villes comme Timgad, comme Mador, comme Hippone, etc., où ils ont construit des forteresses parce que les autochtones se sont opposés à eux. Alger, après le départ des Byzantins, Alger va vivre un certain flottement. On a vraiment un flottement, une absence, un manque d'informations dans la période entre le 8e et le 10e siècle. C'est surtout cette période-là qu'on ne saisit pas trop bien. Ce n'est qu'à partir du 10e siècle qu'on a une mention d'Alger grâce donc à Ibn Hawqal ou Al-Muqaddasi ou Al-Yaqoubi qui nous parle, ou Al-Bekri par la suite, puis Al-Idrissi, qui nous parle de Jazaïr. Et il l'appelle Jazaïr Bani Mezranna, c'est-à-dire de la tribu des Mezranna. Et qui sont ces Mezranna? Ce sont des gens qui sont originaires de Achir, près de Médéa. El-Jazaïr Banu Mezranna. C'est ainsi que les géographes arabes tels qu'Al-Bakri, Al-Istakhri, Ibn Hawqal et d'autres l'ont désigné, la définissant au Moyen-Âge comme une ville à la fois très peuplée et fertile, répondant aux critères d'une grande cité. Son fondateur Bologhine Ibn Ziri, également connu sous le nom de Boulkin, le prince d'Ifriqiya, est aujourd'hui représenté par une statue située en hauteur de la Kasbah d'Alger. La dynastie ziride va naître surtout dans la région du Titri. Ils ont une mainmise sur la région du Titri parce que c'est la porte du commerce caravanier. Et c'est parce qu'ils ont eu besoin d'une ouverture probablement maritime qu'ils ont décidé de s'installer dans cette partie-là de la ville et de cette partie-là qui s'appelait apparemment encore Axium. On l'appelait encore Icosium en fait, c'est tout simplement une berbérisation ou arabisation du terme Axium. Donc c'est Achir qui a été la première capitale. Et c'est Bologhine Ibn Ziri, Ibn Mennad, qui va créer, selon Ibn Khaldoun, l'Idrissi, etc., qui va créer la ville d'El-Jazaïr. Il va créer la ville de Lemdia, Médéa, et la ville de Miliana et la ville d'Alger. Ce sont les trois villes que Bologhine Ibn Ziri a fondées. Bologhine Ibn Ziri va donner le droit à plusieurs tribus qui étaient là pour se réunir et fonder leur ville. Donc eux, ils vont fonder les deux noyaux, les fameux deux noyaux, un noyau en bas et un noyau en haut. Ziri ibn Mennad va demander à son fils Boulkin d'aller fonder une cité, de commercer déjà avec les autochtones et d'ouvrir une ouverture maritime et de commercer, de fonder une cité ici à Alger. Et ça se passe au début du Xe siècle. On fonde le premier noyau dans la haute Médina qu'on appelle aujourd'hui la Kasbah, parce que la Kasbah, c'est la citadelle, c'est uniquement la partie haute de la Médina, c'est pas toute la Médina. Et c'est là-bas que va naître le premier noyau urbain de la ville d'Alger, nommé Jazaïr Beni Mezranna. La
mosquée Jama Sidi Ramdan qui se trouve dans la Kasbah d'Alger date de l'époque médiévale et a été fondée par les Zirides entre le Xe et le XIe siècle, ce qui pourrait en faire la plus ancienne mosquée d'Alger. Elle a été édifiée à proximité de l'ancienne citadelle d'Alger. Il est probable qu'au XVIe siècle, son nom ait été modifié remplaçant le titre de mosquée de la Kasbah par celui de Sidi Ramdan, un marabout réputé de l'époque dans la ville. Si on parle un peu des témoignages des monuments au niveau d'Alger de cette période, on a une mosquée au niveau de la base de la Médina qui s'appelle la Grande Mosquée ou l'ancienne mosquée qui a été fondée en l'an 1067 ou au XIe siècle. Et on a un autre monument qui est la mosquée de Sidi Ramdan qui a été fondée au Xe siècle. Il nous donne un peu l'image des monuments religieux qui étaient au niveau Alger de cette période. La mosquée de Sidi Ramdan est l'une des rares mosquées, sinon la seule, qui a le minaret au-dessus du mihrab. Lorsque l'islam arrive, on va s'inspirer aussi un peu de la Mésopotamie, mais c'est surtout notre patrimoine architectural gréco-romain qui était aussi autochtone, puisqu'on parle de domus et d'opus africanum, qui va se développer et donner naissance d'un côté aux Zilij. Vous savez que l'Afrique du Nord, à l'époque romaine, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, notamment à Lambès et les environs, on avait les plus belles mosaïques du monde. La plus belle mosaïque du monde, c'est une mosaïque de Lambès, l'actuelle Betna. Et donc, on a ce savoir-faire dans le travail des tesselles et donc Zilij. El Jazair Banu Mazranna, ou la période ziride à Alger, est l'une des plus prestigieuses de l'histoire de la ville. C'est durant cette époque que le nom d'El Jazair apparaît pour la première fois et il sera par la suite attribué à l'ensemble du pays. La dynastie ziride a exercé son pouvoir sur une vaste région de l'Afrique du Nord, englobant même une partie de l'Andalousie et de la Sicile. Après les Almoravides, il y avait les Hammadites de Béjaïa, donc qui ont continué de gouverner à Alger. Ça dépendait de leur territoire. Puis, à partir de 1152, le Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie actuelle, a été occupé par les Almohades, dont Abdelmoumen Ben Ali est né en Algérie, puisqu'il est né à Honein. Abdelmoumen Ben Ali a gouverné le Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie, de 1152 jusqu'à 1248, date de la venue des Zeyanides. Alger a été sous gouvernement Zeyanide. Et par la suite, elle est devenue une principauté qui dépendait des Tha'aliba, dont est issu Sidi Abdrahman Tha'alibi, patron d'Alger, qui a été qui est mort en 1436. Oui. L'un des édifices les plus remarquables de la vieille Médina d'El Jazair est le mausolée de Sidi Abdrahman et Ta'alibi, considéré comme étant le père spirituel des Algérois au XVe siècle. Cet érudit est né en 1384 dans le village de Talba sur la rive des Isères dans la wilaya de Boumerdes en Algérie. Et il est décédé en 1471 à Alger. Penseur et théologien musulman algérien, il est étroitement associé à la ville d'Alger. Au cours de ses nombreux voyages d'études en Orient, il a rencontré des érudits de renom de son époque. Il s'est finalement installé à Alger en 1414, où il a été nommé à la magistrature suprême de la ville. La renommée de ce penseur et théologien algérien a franchi les frontières au point d'accueillir une délégation royale d'Angleterre au début du XXe siècle. C'était les Ta'aliba qui donc gouvernaient cette région-là. Et
il y a eu, si vous voulez, une sorte de déliquescence du pouvoir central, et c'est ce qui a fait que les confréries religieuses l'ont emporté sur le pouvoir central. Et c'est comme ça qu'il y a eu des confréries qui se sont opposées aux Espagnols qui continuaient d'agresser les pays musulmans, dont Alger. La Reconquista, c'était l'élément marquant. Pourquoi? Parce que Isabelle la catholique a chassé la plupart des juifs et musulmans et ils se sont réfugiés ici en Afrique du Nord. Après, les Espagnols ont voulu conquérir l'Afrique du Nord. Plusieurs villes sont tombées pendant cette période-là. Ils ont conquis par exemple Oran, Marsakbir, Béjaïa, Tunis à une certaine époque, Malte, etc. Donc le dernier roi de la tribu des Ta'aliba, Selim Toumi, va demander de l'aide aux frères Barberousse. C'était des corsaires qui travaillaient pour l'Empire ottoman. Donc c'était pas des pirates, on dit que c'était des pirates. Les pirates travaillent, un pirate travaille que pour son propre compte, corsaire pour un empire ou pour quelqu'un. Donc eux vont aider les Algérois à l'époque pour se défendre, mais le problème, ils ne se sont pas arrêtés là, c'est le Harouj, l'aîné. Donc sous des circonstances un peu sombres, le dernier roi, Selim Toumi, a été assassiné, et on raconte que Harouj voulait épouser sa femme pour devenir calife à la place du calife. Malheureusement, ou heureusement pour lui, il va mourir à l'ouest de l'Algérie dans une bataille et son frère Khaireddin va prendre le relais et après cette période-là, on va fonder Alger et l'âge d'or d'Alger, la capitale des corsaires, est né. Donc c'était à partir vers le milieu du XVIe siècle. Le Peñón d'Alger a été occupé par les Espagnols. Et c'est à partir de cela, les Algérois ont dépêché une délégation pour aller voir 4 frères qui étaient des Levantins, c'est-à-dire ils étaient de mère grecque et de père albanais, les frères Barberousse, Harouj, Khaireddin, Ishaq et Elias. Ils vont aller les voir à Djidjel parce qu'ils étaient positionnés là. Ils vont leur demander de venir leur enlever cette épine qui était dans leurs pieds. Et cette épine, c'était le Peñón d'Alger. Et c'est à cause ou grâce à ce Peñón-là qu'Alger, qui était une petite ville du royaume de Tlemcen, devient capitale. Qu'est-ce qu'il a fait exactement le Barbarousse? Alors, elle a choisi le point le plus culminant de la Médina d'Alger pour fonder une citadelle qui s'appelle la Kasbah, qu'on connaît actuellement comme nomination générale de la Médina d'Alger. Alors, c'était une caserne sur les hauteurs d'Alger, fondée à partir de 1529. Alors, c'est une forteresse ou une caserne des janissaires qui ne dépasse pas 1,5 hectare, équipée par 83 canons et qui protégeait un édifice qui était primordial pour la défense d'Alger, qui était la poudrière qui est au centre du monument. Alors c'était une stratégie militaire qui était faite par les 2 frères Barberousse, en quelque sorte pour protéger Alger. Et ce monument, il est comme monument qui domine la totalité de la Médina d'Alger. Et on a la construction d'une muraille extérieure et 5 portes qui protégeaient Alger. La ville d'Alger, elle a été construite sur 52 hectares, avec des portes. On a Bab Jdid, dans les hauteurs, qui a été donc la dernière porte, Bab el-Oued et Bab Azzoul. Puis Bab el-Jazira et Bab el-Bahar. En principe, ce sont les 5 portes d'Alger. Ces portes-là, et il faut considérer que 52 hectares, c'est peu pour une population qui, au XVIIIe, XIXe siècle, approchait les 100 000 habitants. C'est pour cela que dans la Kasbah,
il n'y avait pas de jardin. Le seul endroit où on parlait de jardin, c'était la Djenina. Le Djenina, pourquoi? Parce qu'il y avait un arbre qui était planté au milieu du palais. Cette Djenina n'existe plus puisqu'elle a été détruite par les Français. L'auteur andalou Hassan el-Wazzan, appelé aussi Léon l'Africain, qui avait visité plusieurs fois Alger entre 1510 et 1517, rapporte: elle est très grande. Ses murailles sont solides et extrêmement fortes. Elle possède de belles maisons et des marchés bien ordonnés dans lesquels chaque profession a son emplacement particulier. On y trouve aussi bon nombre d'hôtels et de bains à vapeur. On voit autour d'Alger des nombreux jardins et des terrains plantés d'arbres fruitiers. C'est pas facile de construire une cité sur un dénivelé, mais il va y avoir des petites plateformes dans lesquelles ceux qui sont venus d'Andalousie vont installer diverses maisons entre les deux, la région qu'on appelle Djbel. Ces deux parties ne vont se réunir que lorsque les Andalous vont venir. Ils vont commencer à fuir l'Andalousie à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus directement au XVIe siècle. Déjà à partir du XIIIe siècle, on commence à les voir arriver, il y a une malvie, Alger commence à proposer un meilleur mode de vie, plus de sérénité, plus de tranquillité. Donc à partir du XIIe, XIIIe siècle, on commence à voir arriver les gens d'Andalousie, ils ramènent avec eux une nouvelle architecture. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle architecture, c'est l'architecture maghrébine revue et revisitée en Andalousie. Par rapport à l'architecture d'Alger, il y a beaucoup qui disent l'architecture ottomane, c'est les Turcs qui ont fait, etc. Ça n'a rien à voir parce que si on compare les caractéristiques de cette architecture-là avec nos voisins, par exemple les Tunisiens, par exemple, on va à Tunis, c'était la capitale à l'époque, c'était aussi une capitale des corsaires, berbères, etc. Les caractéristiques ne sont pas pareilles. Nous, on utilise le patio, eux, ils sont aussi le patio, mais des fois un patio couvert, des fois un patio en longueur. Les colonnes torsadées ici, là-bas, les colonnes inspirées de la période romaine. C'était des colonnes bien, même pas flûtées, bien lisses. La décoration avec de la faïence, là-bas la décoration elle atteignait le sommet. Nous c'est une sorte de soubassement, donc la moitié du mur. Même ici la faïence elle s'est très bien développée, on a notre modèle de la Casbah, le clou de girofle par exemple. Et ça n'a rien à voir avec la Turquie parce que la Turquie c'était un développement entre l'architecture byzantine qui se trouvait là-bas et l'architecture turque et syrienne. Ici même c'est rare de trouver de la faïence ottomane, ce qu'on appelle le iznik. On le retrouve dans quelques endroits, par exemple dans le mausolée de Sidi Abdelrahman, dedans on le trouve dans le musée du Bardo, dans le palais, mais c'est pas du tout pareil. Alors vous savez, ce qui est à Alger, vous ne le trouvez pas à Istanbul. Ça n'a rien à voir. Nous sommes une architecture ici, il y a une architecture mauresque, c'est-à-dire de Maurétanie. Il y avait, comme à Tipaza, la villa des fresques, vous avez un patio qui amène le soleil, parce que nous sommes un pays du soleil, et vous avez des chambres tout autour. Voilà. Et donc, ça, vous ne pouvez pas l'avoir en Turquie parce que ce n'est pas, c'est un pays qui a d'autres habitudes. Oui. Et quand vous allez dans le vieux Istanbul, c'était des maisons construites en bois, ce qui n'est pas le cas d'Alger. Que cette architecture andalouse qui est partie du Maghreb va connaître un certain raffinement, elle va en contact avec l'Orient, l'Europe de l'Est, etc. Elle va connaître un certain raffinement. Cette architecture-là, elle s'adapte au climat. Et, par exemple, les fenêtres, les maisons n'avaient pas de fenêtres, il y avait toujours le patio pour réguler l'air, la chaleur, etc. Et avec les Andalous,
période andalouse, l'Andalousie, Zawi, quand il va fonder sa province, ils vont importer cette architecture-là, et là-bas, elle va se développer encore plus, et va encore retourner après en Afrique du Nord. Donc, tout, si on veut, les bases sont nées de cette région-là. De nombreux Algériens ignorent que les Zérides sont à l'origine de la création du royaume de Grenade en Espagne. En effet, Zawi, fils de Ziri et frère de Boulourine, le fondateur d'Alger, s'est dirigé vers l'Andalousie en 1013 pour établir un premier noyau urbain qui est encore visible aujourd'hui dans le quartier d'El Bayazine. Cela s'est produit 2 siècles avant la construction de l'Alhambra par la dynastie nasride. L'Andalousie se développe, on va connaître tout ce qui est décoration, mosaïque, tout ça, et ça va revenir. Il va y avoir un aller-retour donc de ces savoir-faire, de ces savoir-faire, et elles vont revenir à Alger. C'est une architecture qui est partie vierge en Andalousie et qui va revenir riche en décoration et en raffinement d'Andalousie. Et donc, automatiquement, c'est ces gens-là, ces Andalous qui ont fui l'Andalousie, qui vont ramener avec eux toutes ces technicités, toutes ces techniques et tout ça. On ne peut pas imaginer ce qu'a été Alger à cette époque. Il y avait à Alger plus de 50 000 captifs. Et on parlait à Alger une langue qu'on appelle la lingua franca, c'est-à-dire un mélange d'espagnol, d'italien, de français. À partir du XVIIIe siècle, on a des monuments qui sont rajoutés à Alger, c'est le palais. Et on a la construction de plusieurs palais au niveau d'Alger. En citant, par exemple, on a Dar Aziza, on a le palais Mustafa Bacha, on a le palais d'Arsof, on a le palais au niveau de la citadelle, les 2 palais, on a le palais d'Ibey et le palais d'Edey. Et Dar Khdaouj el-Hamia. Après le tremblement de 1716, on se rend compte qu'on est sur un dénivelé, on est sur une faille sismique, on souffre de glissement de terrain, on a un dénivelé jusqu'à la mosquée ici. Donc il fallait repenser l'architecture. Et cette architecture va devenir un véritable joyau, puisqu'elle va devenir une architecture parasismique par excellence. À partir de 1716, on a une merveilleuse architecture parasismique, extrêmement fonctionnelle, qui respecte l'environnement, et à l'intérieur, on n'a pas besoin de climatiseur ni de chauffage, puisqu'il y avait le respect donc, des mutations thermiques à l'intérieur des maisons, et également la gestion de l'eau par la construction systématique dans chaque maison d'un impluvium, le djoub, qui permet de récolter les eaux de pluie, épargnant ainsi le peu d'eau de source qu'il y avait avant la construction des aqueducs par Osta Moussa. À l'époque, selon les sources françaises, il y avait entre 17 à 30 mètres de profondeur, on trouvait de l'eau. Donc ça, c'était une des caractéristiques de cette ville-là. En plus, en plus les aqueducs. En plus des 4 aqueducs qui alimentaient la ville, qui avaient un système très développé des siphons tours ou siphons inversés, qui se trouvaient au Moyen-Orient, à Istanbul ou en Algérie, Alger seulement. Et selon les rapports de l'époque, l'armée française a dit mais ça sert à quoi ce système-là, il est inutile, alors qu'il s'adaptait très bien à la géographie d'Alger qui monte et qui descend, qui est pleine de montagnes. Depuis les premiers moments de l'invasion, l'armée coloniale française a œuvré à la destruction et à la dénaturation des principaux édifices architecturaux de la ville, dans le but d'imposer une ville européenne au cœur de celle des Algériens. Cette stratégie visait à perturber le fonctionnement de la Médina et à créer les conditions de son effondrement en tant qu'institution. Quand les Français sont arrivés, ils n'avaient pas d'expérience de colonisation. C'est-à-dire que quand ils sont venus ici, ils ont occupé les palais et ils les ont transformés. Allez au palais du Dey, vous voyez comment ils ont caché la dalle de sol en mettant du ciment. Vous voyez, même les colonnes, elles étaient remplies de ciment. Lorsque les soldats occupent les maisons de la Casbah après avoir chassé les habitants,
Ils ne comprennent pas cette architecture. Ils ne savent pas que cette architecture est une architecture sans piliers, que les piliers, ce sont les maisons elles-mêmes. Donc quand l'hiver arrive, ils commencent à utiliser la boiserie, à arracher la boiserie. Donc ils vont enlever les tirants, ils vont enlever les rotules, ils vont enlever les encorbellements, ils vont enlever les bois pour utiliser les bois pour se chauffer. Ils ne savaient pas que les maisons étaient naturellement, correctement, voilà. Et donc, ils vont commencer à fragiliser les maisons en enlevant ce qui les soutient. Un tirant, ça sert à maintenir la maison. Les rondins de tuyas tous les 1,80 m, c'était, ou bien tous les 80, de 80 à 1,20 m de hauteur, c'était également c'était un système parasismique. Donc, ils enlèvent tout ça et automatiquement, les maisons se fragilisent. On introduit l'eau. L'eau fragilise les maisons s'effondrent automatiquement, il y a l'effet domino, les maisons qui sont en amont vont s'effondrer automatiquement. Quand ils sont venus ici dans Alger, comme quand ils sont venus dans Constantine ou dans Tlemcen, ils ont occupé l'intérieur de ce qui était construit par les musulmans, par les Algériens. Il y avait dans Alger, à l'époque, donc à la fin de 1830, il y avait 147 mosquées. Pélissier de Reynaud nous dit 147 mosquées, dont Jama' al-Kbir, la grande mosquée, donc qui avait été construite en 1096 par Youssef ibn Tashfin. C'est la première mosquée cathédrale que l'on connaît. Et c'est grâce au mimbar qui est ici au musée des Antiquités que l'on a cette date de 1096 qui nous donne la date de fondation donc de la grande mosquée d'Alger. Et cette mosquée-là est l'une des 3 seules mosquées almoravides qui existent en Afrique du Nord. Celle de Nedroma, celle de Tlemcen, 1136, et celle d'Alger, 1096. Celle de Sidi Ramadan, elle est considérée comme étant plus ancienne. On a des modifications à l'intérieur d'Alger avec des constructions de bâtiments qui coupent un peu l'ancien tissu de la Casbah. Et en quelque sorte, on a un étouffement de l'ancien tissu de la Médina d'Alger. Au début de la colonisation, malheureusement, le gouvernement français à l'époque, ils ont voulu européaniser la ville. Ils ont commencé à faire des routes, creuser, détruire, etc. pour rendre le déplacement facile et donner une forme facile pour ceux qui n'habitent pas, qui ne connaissent pas toutes les routes à droite, à gauche. Donc ils vont au début détruire, ils vont continuer à changer, etc. C'était jusqu'à une date bien précise, c'est 1860, septembre 1860, que Napoléon III, on raconte qu'il est venu, il a séjourné dans le palais d'Aoud Jamia, et lui, il a voyagé entre 2 fois 60-65, et il a dit il faut, quelques années après, il faut conserver cette architecture-là. Bien sûr, il y a eu des destructions voulues, comme les mosquées, les madrasas, ça a été voulu parce que il fallait effacer l'identité et la culture musulmane, ça c'était l'objectif, parce que c'était des guerres religieuses d'abord, c'était pas... On a le palais du Dey qui est transformé en un hôpital dédié aux soldats français. On a la mosquée du Dey qui est devenue un dortoir des soldats. On a par exemple la poudrière qui est devenue un musée de l'armée avec la célébration du centenaire de la colonisation française pendant la période coloniale. Alors on a une image que la majorité des monuments de l'ancien tissu d'Alger était occupé par les Français pendant la colonisation française. C'était vers la fin du 19e siècle qu'on va commencer à adapter ce style-là. On va créer le style qu'on appelle le néo-mauresque. Et on va voir apparaître la Grande Poste, un certain nombre de bâtiments de style mauresque. Donc ils vont créer cette architecture-là néo-mauresque. Elle va reprendre les bases de l'architecture qui se trouve ici à Alger. Donc les bases, c'est l'utilisation, la décoration avec de la faïence, c'est l'arc outrepassé, l'arc à fer à cheval, les coupoles. Et ils vont l'adapter pour avoir des monuments tels que la Grande Poste, le siège de la Dépêche,
pour avoir aussi, par exemple, Madrasata Alibiya, le musée du Mama, etc. Les Français ont par la suite compris ce qu'était le pays de soleil. Ils ne savaient pas au départ que dans la Kasbah, il fallait des zones d'ombre et des zones de soleil, comme on les a maintenant, parce que il ne fallait pas que le soleil frappe directement et il y a une insolation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicules, etc. Et il fallait se reposer, surtout dans une ville comme Alger, qui est donc en pente. Et même lorsqu'on décide de construire les nouveaux bâtiments, très souvent, à l'intérieur des immeubles, on va avoir un patio. Donc on va essayer d'avoir des immeubles qui tournent autour d'un patio commun avec une ouverture centrale et des abris pour se protéger contre le soleil avec des ouvertures en arcade. L'actuel boulevard Giroud Youssef ou Che Guevara ou boulevard du Front de Mer, tout cela, il a été d'inspiration haussmannienne. Un immeuble haussmannien typique. Une fois on entre, il y a la porte principale, on entre, on trouve la cage d'escalier, on monte. Mais plusieurs immeubles ici, dans la partie européenne, par exemple l'ex-rue d'Isly, là-bas, rue Arbi Bemhidi, une fois on entre dans les immeubles, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un patio. Et où est-ce qu'on trouve un patio? C'était principalement dans ces maisons-là de la Kasbah, de la Médina, etc. Donc, même si la façade elle est d'apparence haussmannienne, Art Nouveau, etc., ils ont pris quelques détails bien précis de cette architecture-là pour construire de nouvelles inventions. À la fin de la colonisation, on va essayer de rétablir un certain équilibre avec les autochtones, mais c'était trop tard et on va demander à Pouillon de construire justement des immeubles, des quartiers d'habitation massive. On va avoir les quartiers Bablouad, on va avoir le Clos Salambier, on va avoir Dir Saada, Dir Mahsoul, Burj El Kifan aussi, on va avoir un certain nombre de cités. Et on va donc hériter de ce patrimoine-là. L'histoire des Algériens se répète depuis l'Antiquité. Ce peuple a toujours fini par reprendre ses terres et sa liberté. Le passage du temps n'a que peu d'importance face à la détermination de vivre librement. Ainsi, la Médina d'El Jazaïr, qui était jadis la perle de l'Afrique du Nord, a été envahie par plusieurs colonisateurs et a souffert des ravages du temps. Pourtant, la fleur blanche de la Méditerranée persiste à résister et refuse de se laisser engloutir par la destruction. Si on parlait d'Alger pendant l'indépendance, on a un retour de chaque monument historique ou mosquée au niveau d'Alger à sa vocation première. On a un exemple de la mosquée Kchawa qui est devenue mosquée après une période, elle était église Saint-Philippe. Malheureusement, la Médina d'Alger a connu beaucoup de destruction avec la colonisation, la guerre, la bataille d'Alger, comme la maison d'Ali Lapointe a été bombardée. Aussi, il y a eu une très grande dégradation des maisons, des vieux palais, etc. Mais grâce au tourisme, donc il y a eu un renouveau de la Médina et maintenant tout le monde veut découvrir la vieille ville. Aujourd'hui, la Médina d'El Jazaïr retrouve toute sa splendeur. Et de nombreux visiteurs attestent que malgré la destruction d'une grande partie de l'ancien noyau urbain, l'âme de ses habitants demeure toujours vibrante. On a la venue de plusieurs touristes à Alger qui veulent connaître les monuments d'Alger. On a un public qui est assoiffé à connaître sa culture, son histoire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais moi je suis optimiste. Il y a les habitants qui ont commencé à comprendre que
cette vague, cet intérêt international, que ce soit par des touristes étrangers, que pour notre diaspora qui revient chaque été ou pendant les vacances pour visiter cette ville, ou par les Algériens, de découvrir notre patrimoine pour le sauvegarder. La Casbah d'Alger est le cœur d'Alger. La Casbah d'Alger est la mémoire d'Alger. On se doit de la restaurer. Parce que ça n'a pas de prix. Vous savez, c'est votre carte d'identité. Chaque maison qui tombe est un morceau de votre identité, de votre carte d'identité qu'on arrache, qu'on déchire. Donc, il faut que nos enfants sachent. Vous savez, moi j'ai amené il y avait des Algériens qui sont venus, et quand on leur montrait cela, ces maisons de la Casbah, ils disent, ce sont les Arabes qui ont fait ça. Mais bien sûr, c'est nous. Mais parce qu'à l'époque, on connaissait le tout à l'égout, on savait ramasser l'eau, on savait préserver l'eau, on savait donc construire. Et c'est tout cela qu'il faut reprendre et de façon très sérieuse. On s'est réconcilié avec nos villes, pas que notre ville, on s'est réconcilié avec notre pays, notre culture, et on a commencé à s'aimer nous-mêmes, à aimer ce qui est à nous. Et on commence, le résultat est là. Les gens nettoient leur quartier, ils décorent leur quartier, ils en parlent bien, ils sont fiers. Tout ça parce qu'on a enlevé de nos têtes que ce n'est plus à nous. Maintenant, on sait que c'est à nous. Et on le gardera. Je m'appelle Alger. On m'appelle la Blanche. Je suis ainsi pour ceux qui m'aiment. On m'appelle El Mahrousa ou la bien gardée. Je suis ainsi pour ceux qui me veulent du mal. On m'appelle la Joyeuse. Je suis ainsi pour ceux qui m'aiment. Je suis ainsi pour ceux qui aiment la joie de vivre. Moi, c'est El Jazair. Entre l'effervescence de la Médina et les échos de son histoire millénaire, et surtout la sympathie de ses habitants, Alger se révèle comme une véritable mosaïque culturelle. Nous espérons que cette immersion vous aura permis de découvrir ou redécouvrir les trésors de cette cité fascinante. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes dans Planète Désert.